Devant le grand jury d'RFM ce dimanche, Cheikh Yérim Seck, journaliste. Il est l'invité de Babacar Fall. Plusieurs sujets, les législatives et la dernière ligne droite de la campagne électorale. Que va-t-il se passer au soir du 17 novembre? La transhumance politique, que va-t-elle coûter à Pastef? Les FDS, la Casamance et les menaces d'Ousmane Sonko, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, l'immigration, l'Afrique et le reste du monde. Cheikh Yérim Seck face à Babacar Fall, le grand jury, dimanche 11h10 sur RFM. Bonjour à tous, bon dimanche, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Jury d'RFM. La mort de Mamadou Moustapha Ba fait l'objet d'une enquête de la justice sénégalaise. Le procureur de la République veut y voir plus clair dans le décès en France de l'ancien ministre de l'économie et des finances dont la dépouille est arrivée hier soir à Dakar. Bonjour, cher Yérim Seck. Bonjour Babacar. On va tous surveiller l'évolution de cette affaire, mais en attendant, le concert d'hommage à l'endroit de cette figure de l'administration financière sénégalaise se poursuit. Au-delà de ça, c'était un homme, comme il y en a un peu, sous le cieux politique d'aujourd'hui, un homme affable, un homme compétent, un homme discret, un homme consistant, un homme courtois, un grand serviteur de l'État, doté d'un grand sens de l'amitié, d'un sens de l'altérité, d'un sens du respect de l'intérêt général, d'un sens d'ouverture aux autres, de tolérance. J'ai connu Moustapha Ba il y a plus de 20 ans. Je venais de débuter comme journaliste à Jeune Afrique. Il était un fonctionnaire, j'allais dire presque lambda de l'administration financière du Sénégal. Je l'ai vu gravir les échelons de l'administration financière du Sénégal en gardant son âme, en gardant intact son sourire, son humour, son humilité, sa gentillesse, son intelligence vive, sa générosité. Moustapha était et demeure un exemple à méditer. Mais dans ce concert d'hommage, il y a comme une fausse note qui s'appelle Ousmane Sonko. Sa sortie contre Moustapha Ba, il dit que Moustapha Ba n'est pas celui que l'on présente aux Sénégalais, comme vous venez de le faire. Il l'accuse d'avoir participé à la présumée falsification des données sur la situation économique et financière du pays. C'est pas le Moustapha que je connais. Le Moustapha que je connais est un homme à la démarche chevaleresque. Un homme dont tout trahit une ascendance familiale noble et digne. Moustapha Ba, c'est authentiquement le petit-fils de Maba Diakhou Ba. Moi, c'est ce Moustapha Ba là que je connais. Un homme rigoureux, intelligent, à cheval sur les chevaux. Pendant toutes les années Jeune Afrique, Moustapha Ba est celui qui m'a, de façon constante, informé sur l'état, la situation de l'économie du Sénégal. J'ai écrit moult articles dans un support comme Jeune Afrique à propos de l'économie sénégalaise sans avoir jamais été démenti, y compris dans les moments où j'étais frontalement contre le pouvoir de Wade, où le pouvoir était prompt à examiner, à passer au laser tout ce que j'écrivais et disais. Le Moustapha Ba que je connais moi est un financier rigoureux qui te présente la situation économique, quelles que soient par ailleurs les difficultés, qui ne les nie pas, qui les assume et les explique. Moi, c'est ce Moustapha Ba que je connais. Vous l'avez rencontré après le 26 septembre, après la conférence du gouvernement animée par Ousmane Sonko. Comment avait-il réagi à ces accusations? Ouais, il est venu me rendre visite à mon domicile au Mamel. On a discuté pendant 2 longues heures. Il n'a pas compris ces accusations. Il n'a surtout pas compris ce que Ousmane Sonko a dit sur le ton de la confidence, dévoilant un prétendu entretien privé entre le président de la République, Moustapha Ba, et lui. Il n'en a pas compris. Il n'a pas compris
qu'à ce niveau de responsabilité de l'État, qu'on puisse se comporter avec autant de légèreté. Ça, il ne l'a pas compris. Il n'a pas compris qu'on puisse... Et Moussa Faba est celui qui m'avait annoncé, vraiment des semaines, beaucoup de semaines auparavant, qu'il y aurait, suite à la sortie d'Ousmane Sonko, beaucoup de mauvaises nouvelles pour l'économie sénégalaise. Financier fin, il m'a dit, écoute, vous verrez que nos notes vont être dégradées. Notre position sur les marchés financiers va dégringoler. La confiance des bailleurs de fonds dans l'économie du Sénégal va chuter et que ces propos de M. le Premier ministre vont constituer une sorte de goulot d'étranglement pour l'économie pendant plusieurs mois, voire des années. Ça, Moustapha Ba l'a dit dans l'intimité de mon salon. Mais c'est quelqu'un qui est sans rancune, Moustapha Ba. Je l'ai senti peut-être touché, blessé, je ne l'ai pas senti haineux, je ne l'ai pas senti rancunier, je ne l'ai pas senti vindicatif. Il m'a expliqué que dans la gestion financière de tous les jours, il arrive parfois qu'on décale certaines dépenses parce qu'il y a une mission qui arrive, etc. C'est comme dans la banque privée, au fait. C'est-à-dire, il peut arriver que... Enfin, moi, en tout cas, ça m'est arrivé en tant que chef d'entreprise de vouloir être payé un 24 décembre et que le directeur de la banque me demande respectueusement d'avoir la magnanimité, la patience d'attendre pour être payé le 1er ou le 2 décembre dans un souci de préserver son compte de résultats. Voilà. Une sorte de jeu des chiffres. Voilà. Il m'a dit qu'il arrive, c'est des formes de jeu d'écriture qui arrivent dans la comptabilité publique comme dans la comptabilité privée, mais qu'il est absolument impossible dans le contexte du monde d'aujourd'hui où tous les agrégats sont vérifiables, où toutes les transactions, même avec une banque privée, passent par la banque centrale, de truquer quoi que ce soit. Ça, vraiment, le débat là, lui a semblé même invraisemblable, au fait, qu'on puisse penser dans un contexte comme ça. D'autant que, m'a-t-il précisé, le FMI dispose de ses propres méthodes de vérification et que le FMI et la Banque mondiale ont accès à l'essentiel des données de l'État. Ce qui fait qu'il est absolument impossible. C'est cela qu'il vous a dit. C'est ça qu'il m'a dit. L'idée du débat même lui paraissait farfelue. Parce que il me dit dans le contexte du monde d'aujourd'hui, s'il était possible de falsifier des chiffres, mais aucun des pays du monde n'aurait un problème de programme, de blocage avec les barres de fonds. Parce que tout État, si faible, si carent soit-il, a la possibilité quand même de falsifier des chiffres. Il ne faut pas beaucoup d'expertise pour falsifier des chiffres. Les chiffres reposent quand même sur des données tangibles, sur des transactions financières palpables, sur des dépenses qui sont traçables. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'était ça sa réaction, mais vraiment sans rancune. En toute expertise. Et voilà, c'est quelqu'un qui t'explique avec pédagogie comment ça se passe et dans la chaîne de dépenses, pourquoi parfois il arrive qu'une opération ne soit pas reportée alors qu'elle a été effectuée. Bref, avec beaucoup de subtilité, il m'a dit que la finance publique est une matière complexe et qu'il peut comprendre que les nouveaux arrivants au pouvoir puissent ne pas comprendre certaines subtilités. Voilà. Les répercussions, la projection qu'il a faite sur l'état de l'économie sénégalaise, les répercussions sociales, alors, elles seront très, très dures. Ah, mais absolument dures. Parce que qu'est-ce que ça signifie, la dégradation de la note du Sénégal? Ça signifie une baisse drastique de la confiance des investisseurs envers le Sénégal. Parce que le premier baromètre des investisseurs, c'est la notation du pays. Ça signifie une perte de la crédibilité du Sénégal sur le marché financier international. Ça a des répercussions concrètes en termes de ratio des intérêts, en termes de difficulté d'accès au crédit et en termes de mesures imposées à notre pays, de mesures de redressement, des mesures qui s'attaquent fondamentalement aux bourses les plus faibles. Donc ça a des répercussions extraordinairement violentes sur le quotidien des Sénégalais. Les subventions sur les énergies, par exemple. Je souhaite vivement que ce gouvernement ait la sagesse de ne pas céder à cette exigence. Parce que ce pays est tellement lessivé sur le plan économique. Les Sénégalais sont tellement fatigués, la conjoncture est tellement éprouvante, le quotidien est tellement invivable
que si aujourd'hui, en plus de ça, on enlève la subvention sur l'énergie, tous les scénarios du chaos sont ouverts dans ce pays. Et je ne le souhaite pas pour le pays. Et le projet dans tout cela, le projet de PASTEF qui a été déjà présenté, baisse de la notation du Sénégal, conjoncture interne, choc exogène, le projet ne risque-t-il pas de se voir alors plombé par... Ce qu'on appelle projet est en effet, en réalité, une pâle copie du PSE. Ce que j'ai vu, moi... Pas tout à fait, quelques ressemblances peut-être. Mais ce que j'ai vu... Et puis, Babacar, il y a quelque chose, moi, que je ne comprends pas. En droit constitutionnel, on nous apprend en première année de droit qu'il y a le principe de la continuité de l'État. Le principe de la continuité de l'État veut dire que l'État transcende les individus, l'État transcende les équipes, la rotation des équipes gagnantes au pouvoir, l'État transcende les partis politiques, l'État est une continuité. On a eu la chance d'avoir un plan qui aujourd'hui sert de référence dans beaucoup de pays d'Afrique. Ce plan est montré en exemple par les bailleurs de fonds à tous les pays africains qui sont dans une perspective de redressement. Le plan Sénégal émergent. Après, la continuité de l'État, ce n'est pas tout le monde qui se conforme. Ni Macky Sall, ni Abdoulaye Wade, ni PASTEF. D'accord, mais je veux dire, le PSE, Victor Ndiaye qui a fait le nouveau plan. Victor Ndiaye, il a fait plan Gabon émergent, plan stratégique Gabon émergent, dont le résultat n'a été que l'échec économique et le coup d'État. Je dis, on a la chance d'avoir un plan élaboré, pensé par l'administration du Sénégal, dont d'ailleurs Moustapha Ba, qui a été avec Amadou Ba, l'un des artisans de ce plan. Ce plan cité en référence partout et ce plan qui absorbe, prend en charge toutes les problématiques de développement du pays à l'horizon 2035. Pourquoi dépenser du temps, de l'énergie, du temps, de la salive, de l'énergie, de l'imagination à faire un autre plan qui n'en est qu'une copie en réalité et qui nous a fait perdre à la fois du temps, de l'argent, de l'énergie, de la discussion qui aurait pu être consacrée à d'autres secteurs de l'économie qui attendent. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il est temps aussi que dans le cadre de la maturation démocratique de ce pays, que les gens dépassent certains clivages élémentaires qui n'ont aucun sens. Ce serait tout à l'honneur du pouvoir PASTEF de proclamer se reconnaître dans le plan Sénégal émergent et dans le cadre de la continuité de l'État, poursuivre la dynamique d'émergence qui avait été enclenchée. Mais il est déjà là, ce document cadre provisoire qui s'appelle projet. Oui. Alors, les différentes conjonctures que vous avez énumérées tout à l'heure risquent de le plomber. Totalement. Alors, mais totalement. Totalement. Aujourd'hui, le FMI, au-delà de son rapport alarmiste, a refusé de débloquer plus de 300 milliards de CFA qui avaient été promis au Sénégal. Bon, le FMI parle de suspension. Oui. Peut-être provisoire. C'est de la fioriture diplomatique. Et en tout cas, l'argent n'est pas là. Et voilà, le résultat, c'est que l'État a besoin là de trésorerie nette pour honorer les salaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que au-delà de ce qu'on nous avait promis, l'urgence aujourd'hui, c'est d'assurer le statu quo ante. Et ça, c'est pas évident. Voilà la situation dans laquelle on est. On voulait mieux. On est confronté à une situation où on se demande si on peut arriver au stade où on était. C'est ça la situation objective, réelle d'aujourd'hui. Les nouveaux pouvoirs publics peuvent aussi compter sur la nouvelle traque des biens supposés mal acquis version PASTEF pour recouvrer de l'argent indûment perçu par d'anciens dirigeants. Je ne connais au monde aucun exemple où une traque dite des biens mal acquis a permis de recouvrer quoi que ce soit. Je connais par contre des pays où, dans le cadre de négociations intelligentes et discrètes, des pouvoirs nouvellement venus ont réussi à récupérer une partie de l'argent volé. Ça existe. Mais je ne connais aucun exemple au monde où des banques, où qu'elles soient, y compris dans les paradis fiscaux, ont accepté avoir été receleurs d'argent volé. Je n'en connais pas. Ce fameux compte personnel dans lequel on a trouvé 1000 milliards de francs CFA selon Ousmane Sonko. Je pense que la situation du pays est suffisamment grave. Le quotidien des Sénégalais est tellement éprouvant. La réalité
de la vie au quotidien est tellement dur qu'on ne peut pas se permettre de commenter certaines farces. Très sincèrement. Aujourd'hui, rien que le transfert de $10 000 pose un problème grave de retraçage dans toutes les banques du monde. Vous parlez de paradis fiscaux. C'est un peu le laisser aller aussi là-bas, non? Tous les paradis fiscaux, depuis le scandale des Panama Papers, ont vu leur législation bouleversée, des mécanismes de contrôle encore beaucoup plus sévères. Babacar, tu sais, le Sénégal, c'est quelque chose de sérieux. Le Sénégal, c'est pas n'importe quel pays. C'est une zone d'influence symbolique. C'est dans l'imaginaire international un pays démocratique, un pays sérieux. Voilà, soyons sérieux. Les Sénégalais qui se rendent aux urnes dimanche prochain, les législatives anticipées, c'est en pleine campagne que le patron de PASTEF et chef du gouvernement a menacé d'envoyer en prison toute personne qui s'aventurerait à commenter la situation en Casamance, une déclaration faite d'ailleurs à Ziguinchor. Toute personne qui s'aventurerait donc à commenter la situation dans le sud du pays et commenter également le limogeage du général Kandé de ses fonctions de chef d'état-major de l'armée de terre. Ousmane Sonko a déclaré, je cite, « S'ils sont courageux, on a pris toutes les dispositions, les questions qui relèvent de la sécurité nationale, on ne badine pas là-dessus. S'ils sont courageux, ils n'ont qu'à sortir et reparler de ça. On verra s'ils n'iront pas en prison. » Fin de citation. Et vous vous êtes senti visé, pourquoi? Parce que c'est moi qui ai parlé du cas du limogeage de Kandé. C'est moi qui ai parlé de ce projet d'édition d'un livre insurrectionnel sur le Sénégal, sur la Casamance. Le titre est peut-être pompeux pour ce livre, mais les scientifiques disent qu'à l'intérieur, ce n'est pas vraiment ça. La problématique de la Casamance, aujourd'hui, ce n'est pas l'autonomie. Aujourd'hui, c'est la réinstallation des populations. C'est le retour à la vie normale. Le processus voilà, se déroule bien. C'est ça l'actualité en Casamance. Rien que le titre en soi doit être un casus belli au vu de l'administration, de l'armée, de l'administration du Sénégal. On ne peut pas se permettre, dans un pays confronté à un défi fondamental de sauvegarde de l'intégrité territoriale du Sénégal, d'admettre un livre qui parle d'autonomie de la Casamance. L'heure n'est pas à l'autonomie en Casamance. L'heure est au redéploiement de la population, à la réinstallation des populations dans leur fief traditionnel. L'heure est à la reprise de l'activité économique. C'est ça l'actualité en Casamance. C'est pas l'autonomie. Les menaces d'Ousmane Sonko alors contre vous, si tant est que vous estimez que vous êtes visé dans cette déclaration de Ziguinchor? Vous savez, Babacar, quiconque pense par des menaces, par la terreur, par n'importe quelle forme de violence psychologique, dompter l'esprit critique des Sénégalais, des intellectuels, des opposants politiques, se trompe à la fois d'époque, mais aussi de personnes. D'époque parce que l'heure est révolue où chacun pouvait faire n'importe quoi, n'importe comment, n'importe où. Le monde est devenu un village planétaire. Aujourd'hui, personne ne peut faire n'importe quoi sur la base de son propre plaisir. C'est trop facile de menacer les gens, c'est trop facile de brandir le glaive. En tout cas, moi, en ce qui me concerne personnellement, je l'ai dit, je le redis, je vais surveiller la Casamance comme du lait sur le feu. Et toute anomalie que je constaterai sur la gestion de la Casamance, je la dénoncerai vigoureusement par la parole, l'écrit, l'image. Je demande à tous les journalistes du Sénégal, à la société civile, à tous ceux pour qui le Sénégal a un sens, à tous ceux aux yeux de qui l'intégrité territoriale du Sénégal a un sens, de prêter une attention particulière sur la Casamance. Je le ferai d'autant plus que je suis suffisamment informé pour savoir que c'est anormal que le drapeau de la Casamance ait été élevé en Casamance sans que l'État du Sénégal ne pipe mot, que c'est anormal que ce soit à 2 jours, Babacar, de la cérémonie de dédicace d'un livre
irrédentistes sur la Casamance qu'on annule la cérémonie, que c'est suspect. Babacar, t'es pas intrigué par ça? Qu'un livre aussi dangereux pour l'intégrité territoriale, pour l'unité nationale, soit programmé à dédicace au Sénégal, dans une librairie célèbre. Et que c'est suite à la dénonciation de cette cérémonie, par mes soins, que finalement la cérémonie a été annulée et le livre interdit de vente. Moi, en tout cas, ça m'intrigue, dans un État organisé. Et je ne suis pas le seul aussi à être intrigué par le cas Kandé. Voilà. Et donc, si dire ça doit me coûter la prison, vraiment qu'on prépare ma cellule. Parce que le retour des populations qui avaient abandonné leur village, le démantèlement de base du MFDC, le général Souleymane Kandé a joué un rôle important. Le fond de cette affaire Kandé, et d'ailleurs ce rapport évoqué par Ousmane Sonko dans ce meeting de Ziguinchor, un rapport qui apparemment accuse le général Kandé, et peut-être d'autres grades de l'armée, parce que Sonko n'a pas été précis, accusé donc d'avoir voulu empêcher l'arrivée de Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République. Mais Babacar, voilà la vraie menace à la sécurité nationale du Sénégal. Voilà, c'est ce propos-là que je n'ose moi même pas reprendre. Par respect pour la stabilité du Sénégal, qui est la vraie menace. J'ai entendu Yorodia dire quelque chose de très important. Dans sa subtilité d'énarque, il dit la principale menace à la sécurité nationale, c'est Michel le Premier ministre. Comment on peut, dans un pays organisé, dévoiler, si tant est que ce rapport existe, le contenu aussi dangereux d'un rapport à minima couvert par le secret défense. À minima couvert par le secret défense. Comment on peut déshonorer de façon publique l'honneur d'un haut officier de l'armée nationale du Sénégal? Comment on peut, sur la place publique, parler, traiter de ces questions, de questions aussi sensibles que la haute hiérarchie de l'armée, mais dans une perspective de coup d'État? C'est ça la vraie menace contre la sécurité nationale. Et si Sonko avait raison, alors? Si Sonko a raison, c'est d'autant plus grave encore de dévoiler le contenu de ce rapport. Si Sonko a raison, l'armée a des mécanismes de fonctionnement interne dans le cadre desquels des problèmes de ce type sont traités de façon conciliable avec le maintien et la sauvegarde de l'équilibre du pays. On ne joue pas avec l'armée. C'est trop sensible, l'armée. Les questions d'armée, c'est pas pour rien que l'armée s'appelle la grande muette. Les questions d'armée, ça ne se traite pas sur la place publique. Ça se traite dans l'intimité des casernes entre militaires. Et les questions d'armée ne concernent pas le Premier ministre. Les questions d'armée concernent un seul personnage de l'exécutif, c'est le président de la République, chef suprême des armées. Le Premier ministre n'a rien à voir, rien à dire, rien à faire sur les questions militaires. C'est des questions qui le transcendent. L'armée, c'est une affaire qui relève directement, très directement de la souveraineté, des prérogatives du président de la République. L'armée, c'est trop sérieux. Oui, mais le président de la République, il ne réagit pas, lui. L'armée, c'est trop sérieux, Babacar. L'armée, c'est une chose trop sérieuse pour être laissée à la légèreté de politiciens. L'armée, c'est ce qui nous protège. L'armée, c'est ce qui garantit l'équilibre dans lequel nous vivons. L'armée, c'est la continuité de la vie sur le territoire du Sénégal. L'armée, c'est une affaire trop sérieuse. Et toujours au sujet du général Souleymane Kandé, on apprend de la bouche de Madiambal Diagne chez nos confrères de 7TV que l'ancien patron de l'armée de terre, il est toujours à Dakar après son limogeage et son affectation à l'ambassade du Sénégal à New Delhi en Inde, décision prise en mai dernier, ça fait longtemps, mais son décret d'affectation n'a pas encore été signé par le président Bassirou Diomaye Faye, selon toujours Madiambal Diagne. Qu'est-ce qu'il faut comprendre sur ce limogeage affectation et que le principal concerné, il n'a pas encore rejoint son poste parce que le décret qui l'envoie à New Delhi, il n'est pas signé. Qu'est-ce qu'il faut comprendre? En tout cas, ça interroge.
Quand j'ai entendu Madiambal, qui est un journaliste généralement bien informé, dire ça, ça m'a beaucoup interrogé. Et c'est une question que je suis en train de creuser. Ça interroge. Après cette sortie, ce meeting de Sonko à Ziguinchor, la réaction de cette entité du MFDC appelée Mangukuru, le politique du mouvement, à ses propos. D'ailleurs, celui qui a pris la parole vous a cité d'ailleurs. Cette réaction est symptomatique de la gestion actuelle de la crise casamançaise. Tout est dans ce discours, tout. Tout est dans ce discours. Tout ce qui a été évoqué, toutes les questions qui ont été touchées, les différentes interpellations à l'endroit de M. le Premier ministre, tout est dans ce discours. En tout cas, ce qui savent faire de l'exégèse, c'est un discours très riche en révélations qui, décortiqué, peut beaucoup dire sur la posture actuelle de la rébellion et sur les positions actuelles de la rébellion en Casamance depuis l'arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye. Ousmane Sonko, il doit être une chance pour le retour définitif de la paix en Casamance. Ziguinchor, c'est sa terre d'origine. Il est un poids lourd de l'espace politique sénégalais. Il est Premier ministre. Ce sont pourtant des atouts pour faciliter... dans un monde idéal, Ousmane Sonko aurait été la plus grosse chance du Sénégal pour régler la crise casamançaise. Dans un monde idéal. Ce n'est peut-être pas encore perdu. Malheureusement, comme dit le porte-parole du MFDC, ça commence mal. À ce qu'il a dit. En tout cas, Babacar, je suis d'avis avec toi que Ousmane Sonko, fils de Casamance, ancien maire de Ziguinchor, et de par son positionnement actuel, une énorme chance pour le Sénégal d'arriver totalement à bout de la crise casamançaise. Ça, c'est vrai. Sur le papier, en tout cas. La réalité nous dira, avec le temps, ce qu'il en sera. Et c'est vrai que la posture d'Ousmane Sonko fait qu'il a beaucoup plus d'atouts que tous les autres pour résorber définitivement cette crise. Cheikh Rimsek, l'invité du grand jury de RFM ce dimanche, on a parlé un peu de la campagne électorale, on l'a évoqué tout à l'heure. Elle est dans sa dernière ligne droite. Et le sujet principal de ces derniers jours, c'est la transhumance politique. Des figures importantes de l'APR, le parti de Macky Sall et de Benno de façon générale, la grande coalition qui a accompagné Macky Sall pendant ses 12 ans de présidence, sont en train de soutenir PASTEF pour ces législatives. Ça fait débat, gros débat dans le pays. Ouais. J'ai commis un article intitulé « Transhumance d'Adji Margan Konté, gros marqueur de la déchéance morale prématurée de PASTEF ». PASTEF a été vu au départ par des millions de Sénégalais comme un instrument de modernisation de la société politique du Sénégal. Derrière l'étendard d'un discours anti-système, PASTEF est apparu très tôt comme étant une formation moderne qui va révolutionner les mœurs politiques, mettre un trait sur les mauvaises pratiques de notre engeance politique. C'est comme ça que PASTEF a été perçu au départ. En majesté sur le piédestal de la République, Ousmane Sonko a proclamé urbi et orbi que tous restent là où ils étaient avant le 24 mars. Les responsables de PASTEF s'adonnent tous presque à une explication sémantique. J'ai applaudi à des deux mains. Non, Babacar. Ils disent qu'il faut faire la différence entre transhumance et soutien. Babacar, la transhumance en jargon politique sénégalais, ça veut dire la migration des herbes sèches d'un pouvoir vaincu vers les prairies vertes d'une nouvelle équipe gagnante. C'est ça la transhumance, concrètement. La transhumance, c'est exactement ce que tous ces hommes et toutes ces femmes de l'ancienne coalition au pouvoir sont en train de faire en direction de PASTEF. Il ne faut pas nous laisser distraire par des... Voilà, il faut respecter l'intelligence des Sénégalais. Voilà. Donc, je suis d'autant plus surpris, d'autant plus déçu que j'avais appelé des deux mains quand j'ai entendu
Ousmane Sonko proclamait urbi et orbi la fin de la transhumance. Et parce que si Pastef ne pouvait servir qu'à ça, ce serait déjà bien. Ce serait déjà un progrès. Ce serait déjà un saut qualitatif pour la démocratie sénégalaise. Parce que je pense que la transhumance, c'est l'un des purs phénomènes que la démocratie sénégalaise ait produit. Malheureusement, prompt à donner des leçons de morale, l'homme Pastef-N6 est, dans sa pratique réelle du pouvoir, plus enclin à ces pratiques même que les partis politiques traditionnels. Et c'est ça la réalité du terrain. L'analyse, elle donne quoi pour vous si Pastef tente d'agréger des soutiens pour ces législatives pour son compte, alors que Pastef a gagné la présidentielle avec 54% qui ont envoyé Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République. Est-ce que, quelqu'un l'a dit dans cette émission, l'électorat de Pastef s'est-il vraiment érodé en 6 mois, 7 mois? Non, c'est le signe d'abord d'un manque de confiance en soi qui est patent. C'est le signe d'une érosion rapide de l'électorat liée à la médiocrité des résultats économiques et à la faiblesse du modus operandi dans la gestion du pouvoir. C'est la réalité. Vous savez, Pastef, ils ont tous les défauts, sauf l'incompétence dans la lecture de la réalité politique. L'incompétence dans le calcul de l'arithmétique politique. Pastef sait qu'il est en perte de vitesse, qu'il est en perte de crédibilité et que sa gestion du pouvoir n'a convaincu personne et que les résultats économiques catastrophiques engrangés devant son arrivée depuis son arrivée au pouvoir. Il n'existe pas de baromètre connu ou d'études sur le sujet rendu public qui dit que le Pastef a perdu de... Non, mais le meilleur baromètre, c'est la gestion concrète réelle du pouvoir, qui, au-delà de la propagande, permet au Sénégal de toucher de la réalité de droit, la réalité concrète de ce que Pastef sait ou ne sait pas faire. Il n'y a pas meilleur baromètre que ça. Pastef sait que sa gestion économique est catastrophique. Pastef sait que le quotidien des Sénégalais s'est dangereusement dégradé depuis son arrivée aux affaires. Pastef sait que son mode de gouvernance fondé sur la répression politique, sur les légèretés langagères de la personne qui l'incarne, ont produit un effet catastrophique sur l'opinion. Pastef sait que cette masse silencieuse, intelligente, est en train, après plusieurs années de manipulation, d'ouvrir les yeux pour toucher réellement ce que Pastef sait ou ne sait pas faire. Et compte tenu de tout ça, Pastef sait donc qu'il a besoin de renforts pour pouvoir remporter ces législatives. Quand vous parlez Ousmane Sonko est suffisamment arrogant pour ne recourir à personne s'il se savait suffisamment fort pour gagner. Ça, tout le monde le sait. Tout le monde connaît le pédigré personnel d'Ousmane Sonko. Incohérence pour vous alors de sa part? C'est plus qu'une incohérence, c'est une contradiction. Mais bon, Ousmane Sonko n'en est pas une contradiction près. Il suffit d'inscrire sur le moteur de recherche de Google VAR Ousmane Sonko pour se rendre compte que la contradiction est le moteur même de fonctionnement politique d'Ousmane Sonko. Quand vous parlez de Pastef, vous parlez d'Ousmane Sonko et de Bassirou Diomaye Faye ou de Sonko tout seul? Pastef, c'est Sonko. Diomaye n'est plus de Pastef. Il reste militant, même s'il a démissionné. Et c'est pas pour rien d'ailleurs que Ousmane Sonko a tenu à aller aux législatives sous la bannière de Pastef et non pas de Diomaye président. Ce qui est en soi tout un message politique. Alors on va le décortiquer avec vous. L'analyse donne quoi? Mais l'analyse donne que si aujourd'hui Pastef remporte les législatives, Bassirou Diomaye Faye n'a plus d'espace politique dans la sphère du pouvoir. Ça voudra dire que c'est la sonkosphère qui bouffe tout l'espace politique du pouvoir. C'est ça que ça veut dire. Constitutionnellement, le président de la République détient tous les leviers. C'est le président de la République. Il est fort au Sénégal, le président de la République. Voilà. Il est puissant. Mais le président gouverne en s'appuyant sur une Assemblée nationale, n'est-ce pas? Parce que les lois ordinaires, les lois organiques sont parmi les principaux instruments de gouvernance. Il se trouve qu'on est dans une situation inédite. Le président de la République
n'est plus maître, n'a plus en main un levier aussi fondamental que l'Assemblée nationale, détenu par un parti politique dont le président est là, palpable, en chair et en os. Et le fait que Ousmane Sonko ne soit pas parti assurer les sous la bannière de Diomaye président, qu'il ait enjoint tous ses alliés de rejoindre Pastef ou de disparaître, est un comportement politique qui veut dire clairement que tout l'espace politique du pouvoir, au lendemain de ces législatives, sera bouffé par la Sonkosphère. Et que le président si de la Pastef gagne, hein, voilà. dans la perspective où Pastef remporte ces élections. Oui. Hein. Et que Bassirou Diomaye Faye ne sera qu'un pion lambda dans la galaxie du pouvoir. C'est ça la lecture, l'analyse politique concrète qu'on peut faire de cette situation. Pour vous, est-ce que, que votre analyse vous pousse à croire qu'un jour Bassirou Diomaye Faye il va faire face à la vague Sonko dans l'exécutif avec un instrument qui s'appelle PASTEF si ce parti gagne ces élections législatives? Voilà, mais Babacar, ça ne vous intrigue pas que le président de la République, qui est censé plus tard bénéficier du soutien politique de PASTEF pour mener sa politique économique, sociale, etc., que depuis le début de cette élection, que le président de la République n'ait pas prononcé une seule phrase de soutien à la liste PASTEF. Ça ne vous parle pas, ça? En tout cas, moi, ça me parle. C'est la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'on soit dans une élection et que le président de la République, partie prenante, parce qu'il a besoin quand même d'une majorité parlementaire pour diriger le pays, n'ait pas jusqu'à ce jour prononcé un seul mot de soutien à la coalition PASTEF. En tout cas, moi, je ne l'ai pas entendu. Au contraire, il est dans une position de neutralité froide. C'est la position souhaitée. Quand les uns et les autres demandent au président de la République d'être au-dessus de la mêlée. Ah non, absolument, ça n'a rien à voir. Le président de la République peut être au-dessus de la mêlée tout en soutenant son camp politique. Dans toutes les grandes démocraties du monde, là, récemment, on a assisté à des élections législatives en France. Macron a fait meeting, conférence de presse, tout ça pour soutenir la République en marche. Ça n'a rien à voir, je dis, au-delà d'être le président de la République, c'est quand même un acteur politique engagé dans une compétition où il joue un enjeu fondamental, la majorité parlementaire en appui à sa politique. Quel est l'avenir de Diomaye s'il reste en président public sans appareil politique? Va-t-il en chercher ou va-t-il... L'avenir de Diomaye, c'est d'être un instrument entre les mains de Ousmane Sonko. Aussi simple que ça. Un président sans appareil, c'est un président entre les mains, c'est un président soumis aux caprices, voire aux dérives de la personnalité. Il n'est pas possible qu'il soit poussé à aller chercher un appareil. Il a Diomaye président, non? De la personnalité politique de son camp, détentrice de la majorité. Il a Diomaye président, le chef de l'État. Diomaye président n'existe plus. Diomaye président a été démantelé par la Sonkosphère. Donc Diomaye président n'existe plus. La situation inédite, une situation abracadabrantesque à laquelle nous assistons au Sénégal. Est-ce que le moindre mal pour Bassirou Diomaye Faye alors, c'est de voir PASTEF perdre ses législatives? Enfin, je ne peux pas prêter une telle intention au président de la République. En tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il est outrancièrement neutre dans cette élection. Ça, au moins, c'est un constat objectif. Est-ce que c'est suffisant pour dire qu'entre Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, il y a problème? Je constate en tout cas que, au détour d'une conférence de presse dont la tenue semblait bizarre, Diomaye a marqué son territoire publiquement. Les analystes politiques doivent réfléchir sur ça. En vous en étant, dites-nous, qu'est-ce que vous en pensez? Non, on observera, on évaluera avec le temps. En tout cas, il y a beaucoup de bruit de couloir, beaucoup de bruit sous les chaumières, beaucoup de bruit dans les allées du pouvoir. On observera. On observera. Alors, Macky Sall, dans tout cela, d'ailleurs, il faut que vous
disiez entre Macky Sall et Amadou Ba, c'est qui est le chef de l'opposition. Macky Sall qui dirige la liste Taku Wallo. On est dans la dernière semaine de la campagne électorale. Vous êtes de nature très informée. Dites-nous, Macky Sall, il sera à Dakar ou pas pour battre campagne, au moins pour la dernière semaine? Non, toutes mes informations disent qu'il ne sera pas à Dakar. Ce que je sais, c'est qu'il va participer à la campagne de loin. Aucune de mes sources ne me dit qu'il sera à Dakar. Il a fait une lettre très forte. Il a fait un diagnostic sans complaisance de la situation du pays depuis l'arrivée au pouvoir de Pastef. Son diagnostic est irréfutable parce que fondé sur des faits indéniables. Il y a tellement de choses aussi qu'on reproche à Macky Sall, cher Rimsek. Oui, mais le fait est que Macky Sall n'est plus au pouvoir. Il faut qu'on arrête de nous divertir. Macky Sall a été balayé avec son système, son régime. Il est hors de portée. La question, la contradiction principale, ce n'est plus Macky Sall. La contradiction principale aujourd'hui, c'est Pastef qui a nos deniers, notre force politique, notre sécurité entre les mains. Il faut arrêter de se faire divertir. C'est pourquoi c'est en ça que je trouve que la campagne électorale de M. le Premier ministre est hors sujet. Il s'est focalisé durant toute sa campagne sur le passé, alors que l'enjeu, c'est l'avenir. Je l'ai entendu plusieurs fois dire, voilà, il ne participe pas, Farba Senghor ne participe, Farba Ngom ne participe pas plus à une campagne électorale. On va mettre telle personne en prison, les gens vont pourrir en prison, on va démanteler tel... Ça, c'est le passé. On a confié à Ousmane Sonko le présent et l'avenir de ce pays. Tu vois, il faut arrêter de nous divertir. Macky Sall n'est plus au pouvoir. Les leviers de commande, le gouvernail du navire Sénégal entre les mains de Pastef. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils ont promis. Arrêtons les faux débats. Bon, maintenant, seuls les élus décideront de qui est le chef de l'opposition. Selon que Taku Wallo ou Diamang Diaring gagne, on verra. Et on appréciera, on agrégera à la fois les résultats de la présidentielle et des législatives pour apprécier concrètement la force de l'opposition la plus représentative. L'intercoalition entre ces différentes entités de l'opposition peut-elle vraiment faire mouche comme cela l'a été pour Yewwi en 2022? Je n'en suis pas convaincu, Babacar. Je pense que l'idéal aurait été dans un système de Raougadou de s'arranger pour créer les synergies les plus larges possibles entre toutes les forces de l'opposition. Ouais, c'est quelque chose que nos hommes politiques ne savent pas trop faire. Mais l'opposition aurait été beaucoup plus efficace si elle était davantage unie. Parce que le système, c'est la majorité simple. De sorte qu'en éclatant, justement, en éclatant les voix de l'opposition, on a réduit davantage ses chances de succès. S'unir quasi impossible, par exemple, entre Amadou Ba et Macky Sall. Malheureusement, les querelles crypto-personnelles ont toujours eu raison des enjeux stratégiques pour le pays, pour l'opposition. Ça, c'est une vieille donne d'ailleurs de la politique sénégalaise. Les querelles des personnes ont toujours pris l'ascendant sur les intérêts stratégiques du pays. Les deux, d'ailleurs, ont récemment fait une sortie sur une même chaîne étrangère, en langue locale. Chacun accuse l'autre presque. Qui a trahi qui entre Macky Sall et Amadou Ba lors de la dernière présidentielle et la période qui a précédé? Babacar, j'en sais beaucoup trop pour ne pas en parler. Parce que j'ai la malchance ou fatalement la posture inconfortable de connaître tous les deux, d'être le petit frère à tous les deux, et donc d'être dans une position délicate pour arbitrer. Tout ce que je sais, il y a des faits quand même tangibles. Macky Sall a nommé Amadou Ba ministre des Finances, Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, l'a désigné comme candidat. Ce qui, à mon sens, constitue autant de signes d'honneur, de confiance, etc. En même temps, sur la dernière ligne droite, Macky Sall a lâché Amadou Ba. Ça, c'est un fait tangible, concret, vérifiable. Ça, c'est un fait. Sans qu'on ne sache toujours pas pourquoi. Voilà. Au-delà, justement, de ce qui s'est passé, je n'ai jamais entendu Amadou Ba publiquement, s'attaquer à Macky Sall. J'ai entendu dire qu'il n'a trahi personne.
Je l'ai entendu dire que, à présent, tout le monde sait qui a trahi qui. Je n'ai jamais vu s'attaquer frontalement, ouvertement à Macky Sall. Donc voilà, il y a des faits qui sont constatables. Maintenant, les dessous des cartes, parfois on est amené à être témoin de certaines choses dont on n'entend pas le droit de parler, en raison de la confiance des acteurs. Le journalisme ne autorise pas tout. C'est presque la fin de cette émission. À parler quand même international, l'élection américaine de mardi, Donald Trump qui revient à la Maison Blanche après 2016, il a gagné la présidentielle américaine de mardi devant Kamala Harris, vice-présidente des États-Unis sous Joe Biden. Beaucoup ne sont pas surpris. Mais qu'est-ce qui va changer pour nous autres, de l'autre côté, le Sénégal et l'Afrique? Voilà. Très bien. La première lecture que l'Afrique, que le Sénégal doit faire de cette élection, c'est que dans les pays occidentaux, prévalent de plus en plus des thèses, sinon de droite, sinon d'extrême droite, du moins de droite dure. Et qu'on assiste un peu partout en Occident. Non, c'est droitisation. Voilà. On assiste un peu partout en Occident à une sorte de repli identitaire, à une sorte de repli nationaliste. Ce qui signifie que nos enfants qui sont dans les pays occidentaux sont de plus en plus menacés dans leur équilibre, dans leurs droits d'installation dans les pays d'accueil. La conclusion logique que toute nation sérieuse doit tirer de ça, c'est qu'il faut que chaque pays crée sur son propre territoire les conditions pour que ses citoyens y vivent, y évoluent, y travaillent, y réussissent et y meurent. C'est le discours de Pastef, il n'est pas mal alors. Hein? Non, le discours, le Pastef est parfait. Mais dans la vie, ce qui importe, c'est plus le faire que le dire. Parce que le faire, c'est le faire qui prête à conséquence. Le dire, c'est trop facile. Ces idéologies presque identiques entre Donald Trump et Pastef, ça peut signifier quoi sur les relations entre les deux pays? Non, les relations aujourd'hui, Pastef n'a pas compris que l'enjeu stratégique aujourd'hui, c'est de consolider l'axe Occident et que la Russie, qui a le PIB de l'Espagne, ne peut rien apporter au Sénégal. Si Pastef n'a pas compris ça, ça veut dire qu'on ne peut rien espérer de Pastef en termes de résultats diplomatiques dans le contexte du monde d'aujourd'hui. Ça, au moins, c'est clair. Maintenant, Donald Trump de nouveau au pouvoir, qu'est-ce que ça veut dire dans la géopolitique mondiale? Ça veut dire l'aggravation de tous les facteurs de risque de bouleversement de la paix mondiale. Parce que Donald Trump, c'est qui? C'est un homme qui affiche une position sans nuance, sans réserve pour Israël au Proche et au Moyen-Orient. Ce qui constitue un facteur de risque considérable pour la paix mondiale. Trump, c'est qui? C'est l'homme qui, de façon frontale, affronte la Chine. Et on sait que toutes les guerres militaires commencent par des guerres économiques. Aujourd'hui, toutes les meilleures analyses, les analyses les plus fines, des renseignements les plus pointus disent qu'il faut prévoir une guerre mondiale d'ici 2045 qui partira d'une confrontation entre la Chine et les États-Unis. Donald Trump est un facteur de risque extrêmement aggravant dans la relation Chine-États-Unis. Parce que sa nature elle-même, sa nature personnelle, son fonctionnement personnel, sa brutalité, sa façon de mener la guerre économique est un facteur de risque aggravant dans les relations entre la Chine et les États-Unis. Merci, cher Yerim Seck, d'être venu dans le grand jury de RFM, journaliste, leader de cette plateforme que vous avez fondée qui s'appelle C221, qui a été lancée il y a 3 semaines d'ailleurs. Voilà, C221 qui, dans le cadre d'un programme DDL, Devoir, Démocratie, Liberté, se propose de s'investir farouchement dans la défense de la démocratie, des libertés, dans le cadre d'une citoyenneté responsable, participative, exigeante et intransigeante, une citoyenneté vigilante qui posera des actes pour sauver l'essentiel dans ce pays. Merci.
Abdou qui était à la régie. Restez avec nous, les programmes continuent. Bonne fin de week-end à tous. RFM Midi.